Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. La température et sa gestion sont des facteurs de performance. Des travaux ont par exemple identifié que certaines températures et degrés d'humidité étaient plus propices aux meilleurs chronos que d'autres. Dans le cadre du trail, la plupart des compétitions, voire des entraînements, prennent place au printemps et en été, c'est-à-dire quand les températures sont les plus hautes. La gestion de la chaleur devient donc un paramètre clé pour réussir en trail. Une première façon de lutter contre la chaleur est de s'acclimater, c'est-à-dire de s'exposer au chaud, régulièrement et intelligemment, pendant une période donnée, pour déclencher des adaptations qui nous rendent résistants. Dans ce Scientific Day, je vais vous expliquer comment mettre en place cette période d'acclimatation pour mieux supporter les fortes chaleurs durant vos entraînements et vos compétitions sportives. Après cet épisode, vous saurez tout de l'acclimatation et aurez les clés pour gérer la vôtre. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Chaud devant, partie 1. Quand les beaux jours arrivent, l'envie de passer du temps dehors pointe également le bout de son nez. En effet, c'est au printemps et en été que l'on retrouve le plus de compétitions de trail. C'est d'ailleurs la période des courses de trail les plus relevées. Par exemple, le circuit UTMB concentre largement ses courses sur ces saisons. Les Golden Trail World Series et National Series démarrent également autour de fin mai ou début juin. De même, des courses du nouveau circuit World Trail Majors, comme le fameux Mute, ont lieu en mai. En plus de l'approche des compétitions, la fin de l'hiver, du mauvais temps et parfois la fonte de la neige sur les sommets sont souvent déclencheurs d'un retour à l'entraînement à pied sur les sentiers plus sérieux et plus réguliers. Néanmoins, le printemps et l'été sont également caractérisés par la hausse des températures. Et malheureusement, je ne vous apprends rien, ces dernières sont de plus en plus élevées. Par exemple, l'été 2018, 2022 et 2023 sont considérés aujourd'hui comme les plus chauds jamais enregistrés. De même, la plupart des records de température en France ont été établis en 2019. La conclusion est donc simple. Vous allez très certainement devoir vous entraîner et performer, ou essayer de performer quand il fera chaud. Nous pourrions d'ores et déjà nous demander si cela est risqué. Est-ce dangereux de courir quand il fait chaud? Ou vos performances sont-elles réellement affectées par la chaleur? En 2020, Gamage et Hall a rapporté dans leur étude qu'en course à pied, en trail et en ultra-trail, le pourcentage d'athlètes prenant un coup de chaud, appelé exertional heat stroke, ou faisant une hyperthermie, pouvait aller de 1% à 50% selon la longueur de la course, la température et les intensités. De plus, je vous en parlais dans l'épisode sur le froid, les meilleures performances sont obtenues quand la température est comprise entre 10 et 17 degrés. Pour chaque degré en dehors de ces conditions optimales, les performances diminuent de 0,3 à 0,4% d'après Manzios et al. En 2022. Autrement dit, s'il fait 27, vous serez en moyenne 4% en dessous de vos performances optimales. Heureusement, il est possible de lutter contre la chaleur et de s'y préparer. Personnellement, je résume les stratégies permettant de lutter contre le chaud en trail et en course à pied en deux catégories. Il y a d'une part celles que j'appelle chroniques, c'est-à-dire qui mettent du temps à se mettre en place et durent. Cela renvoie majoritairement à l'acclimatation à la chaleur dont je vais vous parler dans cet épisode. Il y a aussi les stratégies que j'appelle aiguës, c'est-à-dire qui s'utilisent en plus et n'ont pas d'effet sur le long terme. Je vous en parle dans les prochains Scientific Day. La littérature est claire. L'acclimatation à la chaleur réduit de manière significative le risque de coups de chaleur, d'hyperthermie et les complications qui y sont associées. Cependant, l'acclimatation ne permet pas de l'éviter complètement. De même, l'acclimatation à la chaleur améliore les performances en endurance quand il fait chaud. Elle pourrait même améliorer ces dernières dans des environnements plus frais. Cependant, ce dernier point ne sera pas abordé dans cet épisode. Ici, je vous propose donc de nous concentrer sur cette acclimatation. L'objectif va être de vérifier si l'acclimatation à la chaleur permet effectivement de mieux tolérer les températures élevées et de comprendre ce que la littérature a décrit comme protocole efficace permettant de s'acclimater à la chaleur, donc de courir mieux en trail et en course à pied quand il fait chaud. Et pour cette thématique, nous avons de la chance. En effet, de nombreuses études ont été conduites sur le sujet et les grandes lignes de l'acclimatation à la chaleur commencent à être clairement définies. Commençons par une méta-analyse assez généraliste sur le sujet. En 2019, Benjamin et Hall conduisaient une grande méta-analyse sur le sujet de l'acclimatation à la chaleur. Ces auteurs définissent l'acclimatation à la chaleur comme, je cite, le processus d'entraînement intentionnel et constant, en conditions chaudes, afin de déclencher différentes adaptations physiologiques et perceptives. Leur objectif avec cette méta-analyse est tout d'abord d'évaluer si l'acclimatation à la chaleur permet en effet l'amélioration des performances en endurance. Deuxièmement, ils souhaitent commencer timidement à déterminer si certaines méthodes d'acclimatation sont plus efficaces que d'autres.
En effet, selon eux, 4 paramètres peuvent influencer l'efficacité de l'acclimatation à la chaleur. Il s'agit 1. de la méthode d'acclimatation. Elle peut être isothermale, à intensité constante ou à intensité autocontrôlée. La méthode isothermale consiste à amener le corps à une température, souvent autour de 38,5, puis de maintenir le corps à cette température ou plus haut en ajustant l'intensité de l'entraînement. La méthode à intensité constante consiste à s'entraîner à une intensité préétablie constante à travers toutes les sessions. Et enfin, celle dite à intensité autocontrôlée consiste à s'entraîner à une intensité autogérée, tenable pendant une durée donnée, sans instruction particulière. 2. Ça dépend aussi de la durée de la période d'acclimatation. Ces durées peuvent être courtes, moins de 7 jours, moyennes, 8 à 14 jours, ou longues, plus de 14 jours. 3. Ça dépend aussi de la durée de chaque session d'acclimatation, qui sont généralement comprises entre 1 heure et 2 heures, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Et enfin, 4. Ça peut dépendre d'autres facteurs, comme le niveau d'entraînement des personnes, plus ou moins entraînées, et les conditions environnementales, plus ou moins chaudes, plus ou moins humides. Dans leur méta-analyse, les auteurs ont identifié 35 études intéressantes. Elles comparaient toutes des marqueurs de la performance en endurance à travers un test avant acclimatation et un test après acclimatation. Tous les tests étaient réalisés en conditions chaudes. Les marqueurs de performance étaient soit VO2 max, soit une puissance moyenne, soit une puissance maximale, soit un temps sur un test de type temps jusqu'à épuisement ou sur un test de type meilleur chrono. Tout d'abord, les analyses ont montré que l'acclimatation à la chaleur engendrait une amélioration significative des performances en conditions chaudes. Ce résultat était vrai, quel que soit le marqueur de performance considéré. Néanmoins, l'acclimatation avait un effet bénéfique plus fort sur certains marqueurs, comme le temps jusqu'à épuisement et le meilleur chrono, comparativement à d'autres marqueurs comme VO2 max. Concernant les autres analyses, leurs résultats ne sont pas encore très clairs. Néanmoins, certaines tendances ressortent déjà. Pour résumer, les effets de l'acclimatation semblaient être les plus forts quand la méthode utilisée était dite à intensité contrôlée, quand la durée de l'acclimatation était comprise entre 10 et 12 jours, et quand les athlètes étaient relativement bien entraînés préalablement. Ces premiers résultats sont intéressants, mais demandent à être confirmés avec d'autres études, et c'est ce que je vais vous présenter dans la suite de cet épisode. Tout d'abord, concernant la durée optimale pour une acclimatation réussie. Différentes évidences disponibles dans la littérature convergent. En 2016, Tyler et Al ont conduit une méta-analyse gigantesque pour répondre, entre autres, à cette question. Ils ont résumé 96 études de haute qualité sur le sujet, et dans leurs résultats, cette équipe compare 3 durées possibles d'acclimatation, à savoir courte durée, moins de 7 jours, durée dite moyenne, c'est-à-dire entre 8 et 14 jours, et durée dite longue, c'est-à-dire plus de 15 jours. De manière générale, leurs résultats indiquent que les durées d'acclimatation les plus longues sont les plus efficaces et surtout ont les effets les plus durables dans le temps. Cependant, les durées d'acclimatation moyennes et courtes, donc entre 14 jours et moins de 8 jours, sont également efficaces. Selon ces auteurs, l'acclimatation devrait commencer au moins 14 jours avant la compétition, d'après leur citation. La revue de littérature de Racinet et Al en 2015, dont j'ai reçu le premier auteur dans l'épisode sur l'entraînement en conditions environnementales froides, disponible en ligne, arrive aux mêmes conclusions. Ce papier réunit de nombreux auteurs ayant travaillé sur la thématique de l'acclimatation au chaud pour proposer un consensus, un accord commun, autour de cette pratique. Leur constat est que la majorité des adaptations se développent pendant la première semaine d'acclimatation à la chaleur. Ensuite, par exemple la deuxième semaine, on observe encore quelques progrès mais plus lents. Selon eux, une période de 6 à 10 jours permet d'atteindre les adaptations maximales pour certains paramètres. D'autres paramètres demandent quant à eux 15 jours d'acclimatation. Aussi, ils recommandent une période entre 10 à 15 jours qui leur semble optimale. Maintenant, concernant les intensités. La question de l'intensité à préférer pendant la période d'acclimatation a fait l'objet de nombreux débats. Ma lecture de la littérature est qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas tranchée. La méta-analyse de Tyler et Al en 2016 souligne que des intensités élevées peuvent permettre une acclimatation à la chaleur plus rapide que les intensités plus basses. Cependant, ces dernières seraient à préférer seulement si la durée de la période d'acclimatation ne peut pas atteindre les optimums précédemment soulignés. Selon ces auteurs, dans le meilleur des mondes, l'intensité devrait être progressivement augmentée pendant la période d'acclimatation. Et selon eux, un moyen simple et efficace de contrôler ces intensités
et l'efficacité de l'acclimatation est de surveiller la fréquence cardiaque pendant les séances. Il faudrait comparer ces dernières aux fréquences cardiaques connues, mesurées à des températures dites entre guillemets normales, ce qui permettrait de monitorer, de suivre l'acclimatation. Il est intéressant de noter qu'en 2018, Schmitt et Hall tiraient la même conclusion. Ils avaient proposé à 19 triathlètes entraînés de réaliser une période d'acclimatation de 1 semaine avant une semaine d'affûtage. Celle-ci comprenait soit uniquement des séances de basse intensité, soit quelques séances à haute intensité pendant la phase d'acclimatation. Le groupe avec de hautes intensités pendant cette période d'acclimatation à la chaleur de 1 semaine semblait s'être acclimaté, alors que l'autre groupe ne semblait pas s'être acclimaté. Cependant, ce groupe avec des intensités démontrait également une fatigue plus importante et des performances moins élevées après affûtage, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Ces résultats laissent entendre que plus de progressivité et une attention particulière au travail des intensités pendant l'acclimatation à la chaleur sont préférables. Dans leur papier consensuel, Racinet et Hall, en 2015, abordent aussi la question des intensités. Selon eux, cette question est difficile à répondre. Le travail à intensité constante pendant la phase d'acclimatation serait, d'après cette équipe, sous-optimal, car les bénéfices de l'acclimatation apparaissant, les entraînements pourraient ne plus être assez sollicitants sur la fin de cette période. Travailler en isothermique, c'est-à-dire par exemple avec le corps à 38,5 degrés en permanence, serait, d'après ces auteurs, la meilleure méthode, mais presque irréalisable en pratique en réalité. Ces auteurs recommandent donc de cibler les mêmes intensités que prévues hors période d'acclimatation et de contrôler ces intensités avec un cardiofréquencemètre, en acceptant donc de diminuer parfois les allures ou les puissances. Selon eux, l'approche de l'intensité dite auto-ajustée est également efficace et pourrait, en l'absence de matériel, convenir. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Maintenant, concernant la durée des entraînements pendant la phase d'acclimatation. À travers les différentes études que j'ai rassemblées pour cet épisode, je n'ai pas trouvé de travaux traitant spécifiquement de la durée optimale de chacune des séances d'entraînement réalisées pendant la période d'acclimatation à la chaleur. En s'appuyant sur quelques publications disponibles à l'époque de la rédaction, Racinet et Hall en 2015 avancent que les sessions d'entraînement doivent durer au moins 60 minutes par jour. Ces sessions doivent, selon eux, induire une augmentation de la température centrale et cutanée, ainsi que stimuler la transpiration. Cependant, ils recommandent également que les athlètes peuvent maintenir leur planning d'entraînement normal en termes d'intensité et de durée. En 2018, Dannen et Hall écrivent que, je cite, « Il n'existe à ce jour aucune recommandation claire sur la durée précise de chaque séance d'exposition à la chaleur. » Dans la méta-analyse de Tiller et Hall en 2016, les 96 études regroupées étaient divisées en 3 catégories, à savoir acclimatation courte, moyenne et longue. Toute étude confondue, la durée moyenne des entraînements pendant l'acclimatation était de 105 minutes. En prenant chaque catégorie individuellement, ces durées étaient comprises entre 78 et 120 minutes. Cependant, aucune analyse statistique dans cette étude ne permet d'estimer si une durée semble meilleure qu'une autre. En 2019, Raimi et Hall avaient conduit une méta-analyse pour répondre à des questions similaires à celles que je vous ai présentées précédemment. D'un point de vue descriptif, ces auteurs arrivent à la même conclusion que Tiller et Hall en 2016, avec une durée moyenne des sessions de 60 minutes. Et maintenant, concernant les températures optimales pour s'acclimater à la chaleur. Pour s'acclimater correctement au chaud, là aussi, quelques premières évidences se dégagent. La méta-analyse de Tiller et Hall en 2016, mentionnée précédemment, donne une piste de réponse. Ces auteurs soulignent que les températures pendant l'acclimatation doivent, dans la mesure du possible, être le plus proches possible de celles de la compétition. Il est cependant intéressant de noter que selon eux, être progressif dans les températures auxquelles les athlètes vont s'exposer, pour limiter le stress thermique et permettre des adaptations graduelles, est optimal. En 2015, Racinet et Hall tendaient déjà vers la même réponse à cette question. Ils révèlent qu'à ce jour,
Les relations entre la température et l'humidité pendant l'acclimatation et l'efficacité de cette méthode ne sont pas si claires que ça. Selon eux, essayer de s'entraîner pendant cette période dans des conditions environnementales similaires à celles de la compétition semble être pour l'instant le plus pertinent. Une question que plusieurs chercheurs se sont posée concerne la durée dans le temps des bénéfices de l'acclimatation. Autrement dit, si demain vous réalisez une acclimatation de 15 jours, combien de temps les adaptations perdurent après ces 15 jours si vous arrêtez de vous exposer au chaud? Racine et al. En 2015 discutent cela dans leur papier consensus. Selon eux, au plus la période d'acclimatation est longue, au plus les bénéfices dureront dans le temps. De plus, selon eux, les bénéfices mettent plus de temps à disparaître qu'à apparaître. Au regard de la littérature, il leur semble raisonnable de conclure que nous pouvons espérer conserver les adaptations permises par l'acclimatation pendant 2 à 4 semaines. Enfin, ces auteurs concluent que pendant cette période post-acclimatation, il est possible de rapidement se réacclimater et ainsi de voir les bénéfices revenir à leur maximum rapidement. En 2018, Danen, Racinet et Perriard ont conduit une méta-analyse pour asseoir encore plus leurs précédents propos. Pour cela, ils ont regroupé 12 études de haute qualité. Leurs analyses statistiques révèlent qu'après acclimatation à la chaleur, chaque jour sans exposition à la chaleur engendre une diminution significative de 2 à 3% des bénéfices. Autrement dit, en un mois, vous aurez perdu quasiment la totalité de ces bénéfices et en 15 jours, une bonne moitié. Avant de conclure cet épisode, je voulais vous proposer quelques discussions sur pourquoi l'acclimatation à la chaleur fonctionne. En 2015, Perriard et al. Publiaient une revue de littérature pour expliquer pourquoi l'acclimatation à la chaleur fonctionnait. Leur travail résume les mécanismes qui font que, une fois adapté, l'être humain est plus performant en conditions extérieures chaudes que s'il ne s'était pas acclimaté. Plus précisément, ces auteurs résument que l'acclimatation à la chaleur passe par 9 grandes familles d'adaptations. Tout d'abord, la réduction de la température centrale. Après acclimatation à la chaleur, la température centrale au repos et celle à l'exercice sont toutes les deux diminuées. Ensuite, la réduction de la température de la peau. Après acclimatation, celle-ci est réduite. On observe également une amélioration de la sudation. L'acclimatation à la chaleur permet de diminuer le seuil à partir duquel la transpiration se déclenche et d'augmenter les quantités maximales pouvant être transpirées, qui sont en réalité limitées. Ensuite, on observe une amélioration de la circulation sanguine. Après acclimatation, de plus grandes quantités de sang sont véhiculées dans la circulation cutanée. On observe également une amélioration de la balance hydrique. L'acclimatation à la chaleur permet d'améliorer la sensation de soif, la quantité totale d'eau présente dans le corps et le volume plasmatique, ainsi que de réduire les quantités d'électrolytes perdus dans la transpiration. Il y a également l'amélioration de la stabilité cardiovasculaire. De nombreuses adaptations sont observées à ce niveau après une acclimatation à la chaleur, comme par exemple une diminution de la fréquence cardiaque ou encore une augmentation du volume de sang éjecté à chaque battement et une amélioration de l'efficacité du muscle du cœur, c'est-à-dire le myocarde. Il a été également observé une amélioration du fonctionnement musculaire. Après acclimatation, les muscles sont meilleurs à préserver leur glycogène, à produire de la force et à utiliser le lactate circulant. Parallèlement, ils produisent également moins de ce dernier. Il y a également une diminution du fonctionnement métabolique global. L'acclimatation permet de manière générale de retrouver ce qu'on appelle un fonctionnement métabolique, par exemple l'utilisation des glucides, similaire à celui observé à des températures normales. Il y a aussi l'amélioration de la tolérance thermique, à travers de nombreux mécanismes liés à la perception et la régulation du stress thermique. Pour les personnes intéressées, vous retrouverez sur le site courezmieux.fr et dans l'article associé à cet épisode un schéma qui résume ces mécanismes qui expliquent pourquoi l'acclimatation est efficace. En conclusion, lorsqu'il fait chaud, les performances en endurance comme en trail ou en course à pied sont diminuées. De plus, la chaleur extérieure augmente les risques de coups de chaud et d'hyperthermie. Cela est problématique quand la plupart des compétitions de trail et les entraînements de trail également prennent place durant les beaux jours sous des températures de plus en plus élevées. Pour réduire les conséquences négatives de la chaleur sur votre métabolisme et sur vos performances, plusieurs stratégies existent. Je classe personnellement d'un côté celles dites aiguës, comme l'hydratation, l'habillement, dont je vous parlerai dans un prochain Scientific Day, et de l'autre celles dites chroniques, qui prennent du temps à s'installer avec des effets durables, à savoir l'acclimatation à la chaleur. L'acclimatation à la chaleur consiste à s'exposer régulièrement à des conditions chaudes pour déclencher différentes adaptations physiologiques et perceptives. La littérature est assez vaste sur le sujet. Tout d'abord, de nombreux travaux ont montré qu'après une période d'acclimatation, le corps s'adapte effectivement.
Après l'acclimatation, de nombreux marqueurs de performance, comme le temps jusqu'à épuisement ou le meilleur chrono sur une performance donnée, et des marqueurs physiologiques, comme la fréquence cardiaque à l'effort ou le taux de transpiration, s'améliorent comparativement à avant acclimatation. Pour réaliser une bonne acclimatation à la chaleur, différents paramètres de l'entraînement peuvent être manipulés. En regroupant tous les travaux, il semble qu'une période d'acclimatation de 10 à 15 jours soit optimale. Durant celle-ci, les hautes intensités peuvent engendrer une fatigue considérable et sont donc à utiliser, à mon sens, avec parcimonie. Les basses intensités ne semblent pas engendrer cet effet. Certains auteurs recommandent de cibler les mêmes intensités que hors acclimatation en contrôlant cette dernière avec un cardio-fréquence-mètre. Le nombre de séances à réaliser et la durée des séances n'ont pas encore reçu assez d'attention dans la littérature scientifique pour conclure sur les meilleures modalités. Des sessions de 60 à 100 minutes semblent cependant souvent utilisées. Là encore, des auteurs conseillent de conserver un plan d'entraînement entre guillemets classique et d'adapter celui-ci au ressenti et aux fréquences cardiaques. Durant l'acclimatation, les températures et l'humidité pendant l'entraînement devraient ressembler le plus possible à celles de la compétition préparée. Enfin, après acclimatation, les bénéfices se conservent dans le temps. Les chercheurs estiment que les pertes se situent entre 2 et 3% des bénéfices par jour sans exposition à la chaleur. Cependant, pendant cette phase, juste après une phase d'acclimatation, les bénéfices reviennent vite en cas de nouvelle exposition. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui dédié à l'acclimatation à la chaleur. Comme vous l'avez compris, l'acclimatation à la chaleur ne consiste pas à, entre guillemets, juste s'exposer à la chaleur en attendant que les adaptations se mettent en place. Même si la mise en œuvre d'une acclimatation n'est pas extrêmement compliquée, elle demande certaines réflexions pour gérer au mieux cette période. J'espère que cet épisode vous a donné les premières clés essentielles pour cela. J'ai hâte de vous présenter la partie 2 de ce Scientific Day. J'y reçois Nicolas Bouscarène, chercheur au Centre hospitalier universitaire de La Réunion et docteur en sciences du sport. Avec un doctorat réalisé à l'université de Saint-Étienne sur, je cite, les processus de thermorégulation chez les coureurs d'ultra-endurance, Nicolas est l'invité idéal pour creuser ce sujet. On se retrouve donc la semaine prochaine dans la partie 2. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.